Chers confrères, chères consoeurs, bonsoir, bonjour. Tout dépend de la région du monde d'où vous participez à ce webinaire. Good morning or good afternoon. You're all most welcome in this webinar that we are organizing on the occasion of the Women's International Day. You're joining us from different countries of the world, and we are really happy and pleased to have you all with us. To start our webinar today, I'm pleased to give the floor to a strong and very inspirational woman dedicated to work continuously on the protection of human rights and the promotion of human rights and women's rights. She's Jacqueline Scott, the elect president of the UEA, who's joining us from Washington, and would like to thank her for her support and for her availability. Jackie, you are most welcome. We are proud and honored to have you with us today. Please launch yourself this webinar. The floor is yours. Thank you so much, Elizabeth, for such very kind words. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. We are delighted to have you join us today for what promises to be a very interesting and exciting webinar, Women 2023, Strengthening Rights for Better Protection, which, as Elizabeth said, is sponsored by the Women's Committee of the Union Internationale des Avocats, or UIA, on the occasion of this very important International Women's Day. For those of you who may not know, UIA was established in 1927 and is a global and multicultural organization for the legal profession that facilitates professional development, stimulates learning and networking, and promotes the rule of law. At present, through our individual and collective members, we bring together 2 million lawyers from 110 countries, and we are the only major multilingual and multicultural international lawyers organization which is open to the world's lawyers, both general practitioners and specialists. Our members have extensive legal expertise, which is reflected in the high-level legal debates within our scientific and technical commissions, committees, and working groups, as well as in resolutions adopted regarding current problems faced by the legal profession throughout the world. One of UIA's committees that has been most active on issues that are at the forefront not only of our profession, but of the entire world, is the Women's Committee, which is the host for today's webinar. This year's commemoration of International Women's Day by the Women's Committee of UIA follows an exceptional conference held in Paris on March 8th of last year, which brought together women leaders in the law from all across the world. At the same time, and most notably, the Women's Committee developed and published a charter on women victims of violence. And most recently, UIA's Women's Committee, in collaboration with our long-term partner LexisNexis, prepared and published a white paper entitled Women in the World, Specific Violence, Specific Rights, which will be presented today during the webinar. So, as I'm sure you're all anxious, I certainly am, to hear what the speakers have to say, without further ado, let me turn the floor back to the president of the Women's Committee, Elizabeth Ciuffi, who has been the driving force in accomplishing all of these initiatives and who will tell us more about today's program and get us started. Elizabeth, the floor is back to you. Thank you so much, Jackie. Thank you. Merci beaucoup, Jacqueline. Notre future présidente, n'est-ce pas? Et voilà, donc je vais continuer et je vais m'arrêter sur ce que Jacqueline Scott a dit concernant les membres de l'UIA. Et elle a dit qu'il y a des membres de 110 pays différents. Et c'est ce qui fait la richesse de l'UIA, c'est cette participation de membres de différents pays et donc de différentes cultures et de différentes traditions juridiques, ce qui enrichit les échanges et les débats qui se font tout au long de l'année au cours des différents séminaires et des différentes activités qu'organise l'UIA, et notamment le congrès qui, cette année, le congrès annuel, aura lieu à Rome. Et donc 110 pays, et beaucoup de ces pays se sont représentés aujourd'hui avec nous, parce que quand je lis la liste des participants, il y a des participants de tous les pays du monde.
d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Inde, d'Haïti, de partout. Et là, je vais m'arrêter un peu pour dire à ces participants et participantes aujourd'hui qui ont répondu à la question « Êtes-vous membre de l'IA ?» Et beaucoup ont dit « Not yet ». Mais qu'attendez-vous? Voilà, il faut rejoindre l'IA, il faut adhérer à l'IA et puis adhérer au comité des femmes. Nous avons beaucoup à faire. Les questions concernant les femmes nous concernent à toutes, mais aussi à tous. Ce sont des questions qui ne sont pas seulement relatives aux femmes et aux droits des femmes. Ce sont des questions qui touchent toutes les sociétés et dans la profession, elles touchent toute la profession d'avocat, que ce soit les hommes ou les femmes. Quand on travaille sur l'évolution des droits des femmes, surtout au niveau de la profession, cela va permettre de faire évoluer la profession vers l'avenir que nous désirons, un avenir où il y a la parité qui va permettre justement un développement meilleur pour toute la profession légale, pour toute la profession d'avocat. Dans cette perspective, et comme l'avait dit Jackie aussi, nous nous réunissons chaque année, nous nous retrouvons chaque année à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, justement d'abord pour célébrer les femmes partout dans le monde, penser à ces femmes qui souvent se retrouvent seules pour lutter, pour pouvoir mener leur vie comme elles doivent la mener, une vie libre de toute contrainte, de toute violation, qui subissent régulièrement des atteintes à leurs droits les plus élémentaires, les plus fondamentaux, et que nous devons accompagner non seulement en tant qu'avocats, mais aussi en tant que personnes investies dans une lutte menant à imposer le respect des droits de toutes les personnes où elles se trouvent, que ce soit des femmes ou des hommes, mais spécifiquement les femmes, puisque aujourd'hui nous parlons des femmes et des droits des femmes. Et dans cette perspective, nous avions l'année passée proclamé le 8 mars, à l'issue d'un séminaire que nous avions tenu à Paris, en collaboration avec le Conseil national des barreaux et la participation de la Fédération des barreaux d'Europe, la charte des principes fondamentaux sur l'accès à la justice des femmes victimes de violences. Et nous avions donc mis l'accent sur le rôle des avocats et des barreaux pour accompagner ces femmes qui ont besoin d'avoir accès à la justice. Il n'y a pas de droit s'il n'y a pas accès à la justice, un accès effectif et efficace à la justice. Et c'était ça le but de la charte que nous avons proclamée. Et beaucoup de barreaux ont déjà adhéré à la charte et nous en sommes fiers. Et nous travaillons avec eux sur sa mise en application. Et ainsi, je dois remercier le barreau du Mexique qui est représenté par son bâtonnier, Arturo. So thank you, Arturo, for having joined our charter on fundamental principles concerning access justice for women victims of violence, et aussi le barreau de Rwanda avec Céline Karibu qui va prendre la parole tout à l'heure. Cette année, nous avons le plaisir de vous présenter le livre blanc, le white paper dont Jacqueline a parlé. Ce livre blanc que nous avons élaboré et publié en partenariat avec LexisNexis vise à mettre l'accent justement sur les atteintes les plus flagrantes aux droits des femmes, des atteintes qui sont perpétrées dans différentes sphères et générées souvent par des concepts et des préjugés erronés et dénués de tout fondement. Des atteintes qui ne sont pas toujours visibles, comme c'est le cas pour la violence à l'encontre des femmes. Et c'est ça leur danger, parce qu'elles sont là, on ne les voit pas, mais elles portent atteinte aux femmes et à leurs droits dans différentes sphères, que ce soit au niveau du travail ou bien dans leur profession et dans leur vie de tous les jours. Ce que nous voulons à travers ce livre blanc, c'est partager avec vous, voilà, vous pouvez voir ça, notre réflexion à ce sujet et vous inviter à nous joindre, nous rejoindre pour travailler toutes et tous en vue de mettre fin à ces atteintes, ces violations aux droits des femmes. Et on doit dénoncer ces atteintes et ces violations. C'est pourquoi nous nous retrouvons chaque 8 mars de chaque année pour justement dénoncer les atteintes qui persistent toujours, mais cela ne suffit pas. On doit agir. Il faut que nous unissions nos forces pour que nous puissions parvenir à aider toutes les femmes et chaque femme, partout où elle se trouve, à mener sa vie dignement et libre, comme je l'ai dit, de toute contrainte et de toute violation à ses droits.
Et cette réponse que nous vous invitons à nous rejoindre pour que nous puissions la mettre en exécution, elle est urgente, elle ne peut plus attendre. Il faut immédiatement que nous nous mettions tous à travailler en vue d'accompagner ces femmes, de venir en aide à ces femmes. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est donc encourager d'abord la réflexion, ensuite l'identification des problèmes qui existent toujours et des atteintes qui existent toujours aux droits des femmes, mais aussi de mettre sur pied des stratégies pour pouvoir répondre à ces problèmes, à ces atteintes, aller de l'avant et permettre aux femmes de mener leur vie dignement et de mettre fin aux atteintes à leurs droits. Mais le 8 mars également, c'est une journée où nous célébrons les femmes et aussi nous faisons le point sur ce qui a été fait, ce qui a été réalisé et nous invitons des orateurs, des oratrices qui, en prenant la parole et en partageant avec nous leur expérience, vont nous aider à comprendre un peu mieux tous ces problèmes qui se posent encore et comment pouvoir mettre fin à ces problèmes. Aujourd'hui, donc, pour pouvoir, ce livre blanc est disponible sur le site web, le website de l'UIA, et vous pouvez tous et toutes le consulter. Et il contient déjà des propositions pour pouvoir agir et aller de l'avant pour améliorer, pour faire avancer les droits des femmes partout et dans tous les domaines, et en particulier au niveau de la profession d'avocat, mais aussi de toutes les carrières où les femmes sont impliquées, là où les femmes travaillent. Et également au niveau des lois. Et c'est pourquoi notre thème aujourd'hui principal, c'est renforcer les droits pour mieux protéger ces droits et protéger les femmes. Et un cadre juridique adéquat, un cadre juridique qui protège efficacement les femmes est nécessaire pour mettre fin à toutes les violations, à toutes les violences auxquelles les femmes sont soumises, continuent à être soumises et auxquelles elles doivent encore faire face. Alors, nos orateurs et oratrices vont traiter de ce sujet et je vais donner la parole tout de suite à Sophie Coindelot, qui est diplômée d'HEC et titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Elle a exercé comme avocate pendant presque 10 ans avant de rejoindre LexisNexis, où, après avoir dirigé l'activité d'avocat, elle dirige actuellement la stratégie chez LexisNexis. Le sujet qu'elle va traiter aujourd'hui est nouveau, c'est un sujet nouveau, et qui va porter sur la lutte contre l'invisibilisation des femmes et la dénonciation de cette invisibilisation qui est nécessaire pour renforcer les droits. Mais comment dénoncer et comment par la suite arriver à renforcer les droits? C'est ce que va nous présenter, nous exposer Sophie. Sophie, je vous remercie d'être avec nous ce soir et la parole est à vous. Sophie, on ne vous entend pas, il faut ouvrir votre micro. Voilà, le piège classique. Merci beaucoup, Elisabeth. J'étais en train de dire, je vous remercie de m'avoir invitée cette année encore à participer à cette capsule dédiée aux droits des femmes. J'ai eu grand plaisir aussi à travailler avec vous sur ce livre blanc dont vous nous avez parlé et dont la version anglaise va maintenant être disponible. Donc, vous pourrez la voir en version française et en version anglaise. C'est bien. Alors, j'ai effectivement réfléchi autour de ce sujet, du sujet de la table ronde qui nous occupe, renforcer les droits des femmes pour mieux les défendre. Et je me suis dit en réfléchissant qu'il fallait d'abord identifier ce qui influait finalement sur la reconnaissance de ces droits. Et finalement, je me suis dit qu'il y avait 3 catégories qu'on pouvait identifier. Donc, la première catégorie, finalement, celle qui nous vient en premier lieu à l'esprit, c'est tout ce qui tourne autour des dispositifs législatifs et de leur application. Comment est-ce qu'on peut défendre à travers finalement l'appareil juridique et judiciaire les droits des femmes. Et puis ensuite, je me suis dit qu'il y avait aussi d'autres éléments qui relèvent davantage de la sociologie
qui influent aussi sur les droits des femmes et leur affaiblissement ou leur renforcement. On en a parlé l'année dernière, quand j'étais intervenue, j'avais parlé des biais cognitifs. Les biais cognitifs, ils sont présents partout dans le monde et finalement, ils contribuent à attribuer une place prédéfinie aux hommes et aux femmes qui font que cela crée autant de barrières pour les femmes pour occuper des fonctions qui sont dans la société considérées comme des fonctions appartenant aux hommes. Donc, les biais cognitifs, c'est un aspect, je dirais, de la sociologie qui contribue à affaiblir dans une certaine mesure aujourd'hui les droits des femmes et contre lesquels il faut lutter. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est celle dont je voulais parler aujourd'hui, qui est encore plus insidieuse, qui est le phénomène de l'invisibilisation des femmes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'invisibilisation des femmes? La première chose, c'est de se donner une définition. Quand on prend la définition du dictionnaire que je reprends, invisibiliser, c'est rendre invisible au sens propre et soustraire au regard social au sens figuré. Si on prend cette définition, finalement, l'invisibilisation des femmes, elle est partout. Elle existe quand on considère la non prise en compte du travail englouti par les femmes dans les tâches ménagères, et ce, je pense, partout dans le monde. Elle existe aussi dans la non prise en compte de son travail en entreprise par l'absence d'une rémunération et d'une promotion adaptée au travail qui est fourni. Mais aujourd'hui, je vais me limiter à un cas plus restreint, mais qui est néanmoins emblématique, qui est celui de l'occultation des femmes qui ont apporté une contribution exceptionnelle aux arts, aux sciences, à la société tout entière par leur réalisation et ont été volontairement oubliées de l'histoire. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est parce que si l'histoire ne retient pas les réalisations des femmes, alors inévitablement, leurs droits vont être affaiblis par rapport à ceux des hommes. L'effacement des femmes, elle s'appuie sur différents mécanismes. Il s'appuie sur la disparition pure et simple, la réduction de leur statut à un statut d'épouse ou de sœur, la minimisation de leur action, le plagiat, qui est, je dirais, la forme extrême, ou l'attribution de leur réalisation à un homme. Alors, l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, c'est un phénomène largement répandu et je vais commencer par parler du cas des sciences et des arts. C'est un phénomène ancien, mais sa reconnaissance est relativement récente. La première qui a dénoncé ce phénomène d'invisibilisation des femmes dans les sciences, c'est une féministe qui s'appelle Matilda Joslyn Gage au XIXe siècle et qui a décrit la minimisation, voire l'occultation de l'apport des femmes dans une découverte ou dans des travaux scientifiques majeurs. Ce que cette femme a mis en évidence au XIXe siècle, ça a été ensuite repris par une historienne, plus récemment, dans les années 90, qui s'appelle Margaret Rossiter, et qui a analysé et désigné sous le nom d'effet Matilda, en reprenant le nom de cette féministe de la première heure, elle a montré la maigre part qui était faite aux femmes dans la mémoire scientifique au regard de leur rapport effectif, et ce, dès le Moyen-Âge. Elle constate, en effet, que de nombreuses femmes ont été oubliées, ou pire encore, que leurs travaux ont été attribués à des hommes. Alors, rien de plus parlant qu'un bon exemple. Donc, je vais citer quelques illustrations, quelques cas de femmes qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'elles auraient méritée. Je citerai par exemple Milena Einstein. Tout le monde connaît Albert Einstein, mais beaucoup moins de personnes connaissent son épouse, qui était une physicienne serbe. Et il existe des doutes sérieux sur une contribution majeure de Milena Einstein aux travaux de son illustre mari, notamment à travers une mise en lumière dans les échanges de correspondance entre les deux époux. Alors malheureusement, on n'a pas pu le prouver, puisqu'on n'a pas gardé les travaux de Milena, mais il y a ces échanges qui tendent à montrer que Milena Einstein a eu un apport
dans une certaine mesure aux travaux de son époux. Un autre exemple que je pourrais citer, c'est le cas de Rosalind Franklin, qui est une physico-chimiste britannique qui a été totalement oubliée alors qu'elle a participé de manière essentielle à la découverte de l'ADN. C'est en fait la première à avoir réalisé un cliché de la forme hélicoïdale de l'ADN, qui ensuite a été repris à son insu par d'autres chercheurs qui se sont attribués la paternité de la découverte de l'ADN. Et puis, le dernier exemple que je citerai, celui-là est français, c'est celui de Marthe Gauthier, qui est une femme médecin française, qui est la première à avoir identifié en 1958 la présence d'un chromosome supplémentaire chez les patients porteurs de la trisomie 21, pardon, et dont le travail a été attribué au professeur Lejeune. Donc voilà, on voit des exemples concrets de femmes dont les recherches, dont les travaux majeurs ont pu être soit attribués à d'autres, soit complètement passés sous silence. Un autre élément intéressant à cet égard, c'est l'analyse des prix Nobel. Et on regarde l'analyse des prix Nobel entre 1901 et 2022. Le prix Nobel a été attribué 615 fois, récompensant 959, je vous donne les chiffres que je lis parce que je ne les connais pas par cœur, mais récompensant 959 individus et 30 organisations. 61 femmes ont été récompensées, ce qui fait un taux de 6,3%. Donc, autant dire qu'on n'est pas dans quelque chose de franc et massif. Alors, il y a quand même une femme qui a eu une double récompense, et c'est Marie Curie, puisqu'elle a eu le prix Nobel en physique et en chimie. Mais ce taux est très bas, et notamment dans les disciplines scientifiques, puisque en physique, elles sont 4 sur 222 à avoir eu le prix Nobel. En chimie, 8 sur 191 et 12 sur 225 en médecine. C'est un petit peu plus élevé sans être formidable en littérature et au titre du prix Nobel de la paix. Mais globalement, les femmes sont totalement sous-représentées dans le prix Nobel. Donc ça, c'est pour le volet scientifique. Si on s'intéresse au milieu artistique, on se rend compte que la situation n'est pas très différente. Et là encore, les exemples sont souvent assez parlants. Je vais commencer par un exemple un petit peu caricatural. Tout le monde connaît Mozart, bien sûr, mais qui sait que sa sœur, Maria Anna Mozart, était également une compositrice, une pianiste, une claveciniste et une enfant prodige dans le domaine de la musique. Tout le monde l'a oublié. On n'a même plus la trace de ses compositions parce qu'elle a été totalement invisibilisée par la notoriété de son frère. Dans le domaine de la littérature, c'est exactement la même chose. La littérature regorge de femmes de lettres qui ont été oubliées, qui ont été notamment savamment effacées par les anthologies et les manuels qui étaient censés recenser les œuvres majeures. Ces anthologies et ces manuels ayant été réalisés au fil du temps par des hommes, ils se sont chargés de faire disparaître la trace de ces écrivaines de premier plan. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire un ouvrage qui a été écrit récemment par un professeur de français, un homme, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La revanche des autrices » et dans lequel il identifie, il redonne vie à un nombre important de femmes autrices qui ont contribué depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours à constituer un matrimoine littéraire très, très intéressant. Alors, dans les autres domaines artistiques, on notera par exemple que la base de données Joconde, qui répertorie les œuvres des musées présents en France, permet de comptabiliser que dans les collections du Louvre, les peintures exécutées par les femmes représentent moins de 1%
moins de 1% du corpus. 1% des œuvres classiques jouées en salle en France, alors c'est un chiffre qui date un peu puisqu'il date de 2017, sont des œuvres de femmes. Je vous parlerai de cinéma où là, peut-être que les chiffres sont un peu mieux connus. 2 femmes ont eu la récompense du meilleur film au Festival de Cannes en 74 ans. 3 femmes ont eu l'Oscar du meilleur film en près d'un siècle. Dans le domaine littéraire, tout le monde en France connaît le prestigieux prix Goncourt. 12 femmes en près de 120 ans ont obtenu ce prix et ce n'est pas faute pour autant d'avoir des écrivaines de talent. Donc, on voit bien qu'on a une vraie problématique par rapport à la visibilité de ces femmes qui ont contribué de manière considérable aux sciences et aux arts. Alors, on peut se poser la question, et dans le monde du droit? Dans le monde du droit, hélas, ça n'est pas tellement différent. La mémoire collective retient une foule impressionnante d'hommes illustres et finalement assez peu de femmes. Beaucoup sont passés inaperçus. Quelques-unes, néanmoins, ont réussi à se faire un nom, mais il s'agit assez souvent d'exceptions qui masquent la foule de celles qui ont été oubliées. Une haute magistrate française qui s'appelle Gwenola Joly-Coz a souhaité publier récemment un ouvrage qui s'appelle Femmes de justice, parce qu'elle s'est rendue compte au bout de 26 ans de carrière qu'elle n'était pas capable de citer la première femme magistrate et que la mémoire de ces parcours féminins s'était totalement perdue. Et donc, elle a fait un travail de recherche considérable pour retrouver toutes les femmes qui avaient marqué l'histoire de la magistrature depuis le début du XXe siècle. Donc, la première femme magistrate a été nommée en 1946 et donc elle a retracé en allant à la rencontre des familles, en allant chercher les informations auprès de personnes qu'elle pouvait rencontrer, en allant vraiment fouiller de l'information. Alors elle dit qu'elle a été beaucoup aidée parce que elle a été magistrat, juge d'instruction, donc elle sait ce que c'est que d'aller à la recherche des preuves. Mais voilà, elle a mené ce travail de fourmi pour restaurer la visibilité de ces femmes magistrates de premier plan. Ça, c'est pour l'état des lieux et donc prendre la mesure de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Une fois qu'on a fait le constat, on doit se poser la question de comment faire pour apporter une solution, améliorer les choses par rapport à cette invisibilisation. Le premier aspect, c'est déjà réhabiliter les femmes et leurs réalisations. Ce que j'appelle rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Leur restaurer leur contribution historique, parce qu'en redevenant visibles, ces femmes serviront de modèle aux générations futures, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. En affichant très clairement leurs réalisations nombreuses et le fait qu'on n'a pas le droit de les spolier, on renforce inévitablement leurs droits. Il existe beaucoup d'initiatives. Quand j'ai mené mes recherches pour préparer cette intervention, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives, de blogs, d'ouvrages, d'associations qui étaient créées pour redonner de la visibilité. La difficulté, c'est qu'elles sont très morcelées et que, par conséquent, la visibilité de ces initiatives n'est pas forcément optimisée. Donc, il est vraiment important de leur donner la publicité nécessaire. Et cela doit passer par la caution des États. Il y a un enjeu de responsabilité de l'État dans la visibilité des parcours de femmes remarquables. S'agissant des femmes de droit, il me semble qu'il y a aussi une responsabilité de l'institution juridique, des barreaux, des écoles de droit, dans la promotion de ces parcours de femmes de droit remarquables. Ensuite, il y a le symbole, la question du symbole. Il faut les honorer publiquement. Les honorer publiquement, ça veut dire leur donner des noms de rues, leur donner des noms dans les établissements publics, leur ériger des statues, créer des plaques commémoratives, mais
qu'on honore la contribution de ces femmes à l'histoire. Et puis, le troisième point, qui est peut-être même le premier pour moi, c'est les réintroduire à leur juste place à l'école, à l'université, dans les écoles de droit, dans les apprentissages, puisque finalement, c'est là que tout commence, dans les manuels, dans les programmes, dans les examens, leur faire en sorte qu'on étudie leurs œuvres et qu'on reconnaisse leurs réalisations, parce que c'est là, finalement, que tout commence. Et pour l'avenir, et j'en terminerai par là, il faut s'assurer de sécuriser la juste reconnaissance de la contribution des femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire instaurer la parité comme modèle pour tous les processus de sélection et de récompense, des jurys paritaires pour les thèses, pour les récompenses, des sélections qui soient paritaires dans l'attribution des prix pour s'assurer qu'on aura une représentativité équitable entre les hommes et les femmes. Il y a un sujet aussi de lutte contre les barrières à l'entrée. Et là, finalement, on fait le lien avec la notion de biais cognitif dans le choix des orientations professionnelles, encourager les femmes à aller vers des disciplines où aujourd'hui elles ne se croient pas forcément légitimes, comme par exemple le domaine des sciences, les aider aussi à pouvoir cumuler une carrière professionnelle et une vie familiale. Et puis le dernier point qui est également important, c'est lutter contre l'autocensure, la sensation d'illégitimité et le syndrome de l'imposteur qui trop souvent empêche les femmes en fait, de se mettre dans la lumière. Et le vrai moyen de lutter, je pense, contre cette autocensure, c'est précisément de redonner une place aux femmes qui ont marqué l'histoire pour donner le sentiment aux futures générations que oui, c'est possible, une femme peut avoir de grandes réalisations et qu'elle soit reconnue. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Et c'était très intéressant la façon dont vous avez abordé votre thème. Effectivement, oui, il faut reconnaître toutes les réalisations que les femmes ont faites à travers l'histoire et redonner donc de la visibilité à ces femmes et de la publicité à leurs travaux. Et puis, comme vous avez dit, les femmes aussi ne doivent pas avoir ce sentiment d'illégitimité. Elles doivent avoir confiance en elles-mêmes et oser aller de l'avant. Et c'est sur cela que nous travaillons surtout, notamment quand on organise chaque année en septembre la journée des femmes leaders des barreaux, pour écouter ces femmes qui ont pu s'imposer et qui ont pu sortir de cette invisibilité, comprendre comment elles ont fait pour y arriver et puis qu'elles aident les autres femmes, des consoeurs ou des jeunes consoeurs, à elles-mêmes aller de l'avant et suivre leur exemple pour pouvoir rendre visible leur réalisation. Ça demande beaucoup de travail à un niveau personnel, mais aussi, comme vous l'avez dit, au niveau des barreaux et à un niveau de tout l'État, de toute la société. Reconnaître ces femmes, enseigner les réalisations des femmes dans les manuels qui sont étudiés à l'école. Ce sont des propositions sur lesquelles on peut vraiment travailler pour pouvoir renforcer les droits des femmes et donc de cette façon-là, mieux protéger les femmes et leurs droits. Je vous remercie beaucoup. Et je tiens je pense qu'il y a des questions et qu'il y a des commentaires, mais nous allons avoir à la fin des présentations des orateurs, oratrices, un moment de débat général. Et si vous souhaitez, je m'adresse là aux participants et participantes, si vous souhaitez prendre la parole ou poser une question, vous pouvez nous envoyer sur le chat votre question, ou bien si vous voulez avoir un commentaire, et on le présentera à la fin des présentations. Je passe maintenant à notre second orateur. Et je suis très contente de recevoir aujourd'hui le bâtonnier du barreau du Mexique, Arturo Pueblita Fernandez, who is a Mexican lawyer, specialized in tax law
He's the president of the National Bar Association of Mexico, and we are really honored to welcome you with us today. I thank you a lot for your support to our women's committee, our activities, and to women in general, especially in your bar association. You were the president of the Mexican Academy of Tax Law between 2017 and 2021. And you are a member of the board of directors representing Mexico in the Latin American Institute of Tax Law. And you're also the regional secretary of the International Union of Lawyers, le secrétaire régional de l'Union internationale des avocats. You have joined the Charter on Fundamental Principles Concerning Access to Justice for Women Victims of Violence, and you're working with us on implementing this charter in Mexico and in your bar association. And today you are going to talk about violence in Latin America. So you're most welcome again, and the floor is yours. Thank you very much, Elizabeth. Thank you all. I'm very glad to participate in this webinar. Actually, I have a presentation. If I don't know if Anne-Marie could let me share my screen. Mm-hmm. I need authorization to share. Thank you. Let me see. Just 1 second. Just 1 second. Okay. Donc voilà, nous attendons notre confrère Arturo Pueblita Fernandez, qui est le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mexico, qui va projeter sa présentation sous forme de PowerPoint. Voilà. Et bien sûr, Arturo se joint à nous du Mexique, de Mexico, et il est vraiment le bienvenu. Nous apprécions énormément sa participation et puis son implication dans le soutien qu'il apporte à la promotion des droits des femmes, notamment dans la profession d'avocat et au niveau de son barreau.
Thank you. Can you see my screen? Yes. Okay, perfect. Thank you very much. Well, the gender violence in Mexico is going through a particular violent stage. Mexico for women. In 2018, 1,898 feminicides took place, while in 2021, 978 were registered, a significantly higher number. 70% of Mexican women have been victims of some type of violence. In the first 9 months of 2022, 2,381 women have died violently, 50,000 women were physically assaulted, and 2,000 women were victims of rape. These figures oblige us as a society to urgently eradicate gender violence. The situation in Mexico is very, very difficult for women right now. As a defense mechanism to gender violence, the Mexican Supreme Court established the obligation to judge with gender perspective. This is a category of analysis that involves understanding the differentiated effects that an act of authority has for men and for women, as well as the context of discrimination, inequality, violence, and historical injustice that women have gone through. This analysis seeks to understand that consequences of judgment, as well as the situation of discrimination that women have suffered to protect their rights. This in no way implies an impairment in impartiality of judges, but rather an application of the more protective standards of human rights for women. Currently, there is a rise in women enrolling in law schools and practicing the profession, either in law firms as judges or in academia. A clear example is that we have the first woman as a Chief Justice of the Mexican Supreme Court since the January of this year, Norma Piña. Despite the increase in the number of women involved in decision-making positions, we still have a long way to go to reach the true gender parity conditions. Currently, we are working through a cultural and generational change to achieve true gender equality in Mexico. It's increasingly common for women to access leadership positions in Mexican bar associations. For example, in the public is my dear colleague and friend, Ana Maria Kudic, Vice President of the Mexican Bar Association and member of the UIA. But what we really make a difference, really make a difference is not to achieve only numerical equity, but to share positions that actually imply decision making. The decision-making positions for vice presidency and of the two most important projects in the Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, the Spanish name of the National Bar Association of Mexico, such as the Pro Bono Legal Office Services and the International Human Rights Observatory are directed by women. In the legal field, we have heard comments that our bar association is seriously doing an inclusive job that does not only attend to a gender quota, but to achieve the true equality in all areas. Although we are completely and absolutely open to hear the comments that help us improve and become more inclusive every day in order to be closer to true gender parity in all aspects of our bar association. In our bar association, 50% of the positions in the board are held by women, in addition to 33% of the work commissions that are led by women.
That's the official picture of this board. In 2021, our Bar Association held a free law course for non-lawyers in collaboration with UNAM, the most important public university in Mexico, and which had 70,000 registrations for women for all Latin America as a great way to know better their rights. Some of the topics that we thought were domestic violence, discrimination and workplace harassment, street harassment, digital violence, violence and toxic masculinity, among others. It was very important for our Bar Association to sign the Charter of Fundamental Principles on Access to Justice for Women Victims of Violence, because our organization is publicly committed to seeking better conditions for Mexican women and for the legal field, understanding that the legal profession has much to contribute. In our Bar Association, we feel deeply proud of having highly prepared and extremely intelligent women making decision positions, and we hope and we assume social responsibility that every day this gender equality is extended to other sectors of the society. Thank you, Elizabeth, for the opportunity, and thank you all. Thank you so much, Arturo. That was a very interesting presentation. And thank you also for all the ideas you gave concerning equity and inclusion regarding women in the legal profession. And it's impressive. You have already 50% of decision-making positions held by women in your Bar Association. That's something very important to show. And you said that what's important is to guarantee that women's rights are respected and equity is achieved. This is really the achievement that everybody should work to realize, not only in the legal profession, but everywhere and in any other profession. And what you said also, and I consider that it's very important, is what matters is to share positions that imply decision-making. And this is really something we are working on. We are seeking to have diversity, but also equality. Women, lawyers, women and men have to work together in order to promote the legal profession for the benefit of all of us, of all the lawyers everywhere in the world. Thank you so much for this presentation. You talked about toxic masculinity. That was one of the topics you teach in this university, Open University. And now we are going to talk about positive masculinity. So it could be toxic, but it can be also positive. And this is what our colleague from Rwanda is going to talk about, Céline Karugu. So today we have different new concepts to present. So we started with Sophie and l'invisibilisation des femmes. Et là, avec Arturo, we talked about toxic masculinity. And now with Céline, we are going to talk about positive masculinity. Céline est avocate au barreau du Rwanda. Elle est ancienne membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Rwanda et elle est actuellement présidente de la commission genre du barreau du Rwanda depuis août 2016. Et elle a déjà participé à différentes activités, différents séminaires organisés par notre comité des femmes et elle est vraiment impliquée dans tout ce qui a trait à faire évoluer la situation des femmes, non seulement dans la profession d'avocat, mais en général. Et aujourd'hui, donc, Céline, nous avons le plaisir de vous accueillir pour nous expliquer ce concept de masculinité positive que vous allez présenter tout de suite. Je vous remercie et la parole est à vous. Il faut ouvrir votre micro, Céline. Voilà. Vous avez complètement oublié. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous tous et à toutes qui participez à ce webinaire. Je suis honorée d'y participer et merci encore une fois pour l'invitation.
Je tiens à préciser, comme je l'ai fait la fois passée lorsque nous préparions ce webinaire, de dire que je ne suis pas une experte dans ce concept, mais j'ai fouillé et j'ai posé des questions aux personnes qui ont mis en œuvre ce concept depuis 2006 au Rwanda. Et donc, en guise d'introduction, j'ai été inspirée par une publication ou un post que j'ai vu récemment, le mois passé, en l'occurrence, sur LinkedIn, un post de OnlyFemme que j'ai essayé de traduire littéralement en utilisant Google Translate, mais ça m'a vraiment beaucoup inspiré et j'ai pensé pouvoir partager ça avec vous. Voilà, ça se trouve sur le slide devant vous. Imaginez un monde égalitaire où les femmes ne craignent plus la violence, où les hommes sont exempts de la masculinité toxique, où chaque personne peut exercer ses droits, où la diversité est célébrée et non redoutée, où tout le monde est représenté et responsabilisé. J'ai oublié la dernière phrase, c'est ça le monde que nous voulons. Êtes-vous avec nous? Ça, c'est la question que pose la dame de OnlyFans qui a posté ça sur LinkedIn. Donc, en guise d'introduction, j'avais vraiment envie de partager ce post avec vous. Et slide suivant, s'il vous plaît. Un monde égalitaire comme le suggère OnlyFans donne à réfléchir et peut, à mon avis, être sujet à débat. Mais je suis cependant convaincue que nous sommes nombreuses et nombreux à nous battre pour y arriver, même si des commentaires du genre de celui que j'ai vu hier pendant ma petite pause, pendant le journal qui passait à 12h45 sur M6 International, il y avait un post qui passait juste en bas. Lorsque les nouvelles passent, il y a toujours des annonces qui passent au bas de la télévision où c'était écrit « Droits des femmes, égalité des sexes, pas avant 300 ans ». Ça m'a choquée. Je ne sais pas qui en est l'auteur ni l'autrice, mais je suppose que c'est un homme. Mais bon, je ne voudrais pas pointer le doigt aux hommes. C'est peut-être une femme qui en est l'autrice. Et donc, je n'ai pas compris, mais on a encore du pain sur la planche. Mais nous avons déjà commencé à nous battre contre ce genre de mots, de stéréotypes. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, la masculinité positive comme stratégie pour la promotion des droits des femmes, j'ai pensé que c'était mieux de commencer comme ça. Donc, le Rwanda, comme beaucoup de gens le savent, est souvent cité comme un modèle de parité sur le continent africain et un peu partout dans le monde, avec 64% des femmes au Parlement, 40% des femmes ministres, 50% des femmes juges et plus de 40% des femmes. Donc, à la fin du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, c'est quand l'ascension des femmes a commencé, fulgurant en tout cas des femmes a commencé, mais il y a une tâche, donc comme partout dans le monde, comme dans beaucoup de pays, les violences basées sur le genre persistent, subsistent. Et c'est pour cela que l'ONG du nom de Rwanda Men's Resource Center, Rwanda Council, qui a été fondée en 2006 par un groupe initialement composé d'hommes, a commencé à enseigner dans les villages les plus reculés du Rwanda, slide suivant s'il vous plaît, ce que signifie être un homme et une femme et comment ces rôles ne sont pas naturellement attribués, mais plutôt socialement construits. J'aimerais insister ici que j'ai repris un extrait d'une publication de la dame que vous voyez, dont le nom qui passe sur le slide, qui s'appelle Soline Gonard. Elle a fait des recherches plus poussées que les miens, donc je me suis permise de prendre certains extraits de sa publication pour les partager. Parce que les experts, je n'ai pas pu les voir aussi souvent que je voulais, parce qu'ils sont très, très sollicités. Il y en a qui sont en dehors du Rwanda aujourd'hui parce ils font le tour pour pouvoir expliquer ce concept un peu partout. Ça commence à faire parler, ça commence à être un peu plus vulgarisé aujourd'hui que ça ne l'était avant. Moi-même, ça fait seulement une année que je suis au courant que ce concept existe depuis 2006. Et donc, l'engagement du travail des hommes aux côtés des femmes est aussi bien encouragé par les Nations Unies que l'État rwandais, parce que les deux, les Nations Unies par le biais des deux ONU Femmes et l'État rwandais ont financé ce travail que l'ONG fait depuis 2006 pour pouvoir justement aider
à la vulgarisation, slide suivant s'il vous plaît, et faciliter l'expansion de ce programme qui est la sensibilisation de la masculinité positive partout dans tout le territoire du Rwanda, même si ça a commencé dans un premier temps dans des villages les plus reculés du Rwanda. Et voilà, donc parce qu'ils considèrent que les hommes ont un rôle décisif à jouer dans le processus d'instauration de l'égalité entre les sexes, car dans la plupart des sociétés, même celle dans laquelle je suis, ce sont eux qui exercent l'essentiel du pouvoir dans presque tous les domaines. Slide suivant, s'il vous plaît. Résultats encourageants se sont fait voir, se sont fait sentir grâce à l'image positive que cela a renvoyé dans les familles et dans les couples voisins, des couples qui ont participé à ces programmes de l'ONG WAMREC dont je parlais tout à l'heure. Et donc, encore une fois, l'auteur que j'ai consulté, donc Roquier a repris un exemple d'un couple qui a suivi ce programme qui s'appelle Bangenderero. Je vais vous expliquer ce que signifie Bangenderero de l'ONG. Donc, ce couple s'est exprimé en disant que lorsqu'il y a un conflit ou un problème de sécurité dans le quartier dans lequel ce couple vit, leur opinion est très respectée parce que les voisins, justement, qui font recours à ce couple ou à ces couples qui ont suivi ce genre de programme, voient que leur situation a changé, qu'ils vivent une situation plus égalitaire qu'ils ne la vivaient à l'époque où ce programme, à l'époque où ils n'avaient pas encore suivi ce programme. Bangendereo signifie quoi? C'est un mot kinyarwanda qui signifie qu'on prenne exemple sur moi, qu'on prenne exemple sur nous. Donc, ça veut dire que ces couples qui ont suivi ce programme sont un tout petit peu des couples exemples. Suivez notre exemple parce que nous avons bénéficié de ce genre de programme et aujourd'hui, nous nous comportons tel que nous nous comportons de la manière dont il faut se comporter aujourd'hui. Arrêtons de ces préjugés, cassons ces stéréotypes où les hommes doivent être ceux qu'on nous a toujours expliqué qu'ils doivent être et les femmes doivent être ceux qu'on a toujours expliqué qu'elles doivent être. Slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, par rapport au barreau du Rwanda, il m'aura fallu une année pour convaincre les membres du Conseil de l'Ordre lorsque j'étais encore membre du Conseil de l'Ordre, pour qu'aujourd'hui, et donc nous, par rapport à vous qui célébrez la journée de la femme le 8 mars, comme c'est partout dans le monde, nous, puisque le mois de mars, tout le mois de mars est dédié à la femme au Rwanda, nous avons la liberté de la célébrer le 1er mars ou le 30 mars ou au milieu. Donc, nous allons le célébrer le 24 mars 2023, dans 2 semaines. Et c'est ce sujet dont on va traiter. C'est ce sujet qui fait la une, si vous voulez, dont on va traiter. Et donc, le barreau du Rwanda se familiarisera pour la première fois, de manière officielle, à ce concept qui est la masculinité positive. Et donc, la commission du genre dont je suis présidente, ainsi que d'autres ONG qui font la sensibilisation, on impliqua davantage les hommes et dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous voulons emboîter, nous souhaitons emboîter ce que l'ONG WAMREC a commencé à faire, le pas à l'ONG WAMREC a fait avant nous, en 2006. Voilà. Slide suivant. En guise de conclusion, je vous remercie infiniment et pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Céline. Et ce qui est intéressant, c'est donc de voir comment on va transposer ce concept de masculinité positive au niveau du barreau, dans la profession, pour justement impliquer un peu plus les hommes dans la création ou dans la création de ce partenariat à part entière entre les hommes et les femmes, déjà au niveau de la profession d'avocat, pour donner l'exemple, n'est-ce pas, et que cela soit le cas dans toutes les autres professions. C'est ça ce qu'on recherche quand on parle des droits des femmes, c'est justement aller vers un partenariat à part entière entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Et c'est ce qui va permettre d'avoir cette harmonie dont vous avez déjà parlé. Et
impliquer les hommes dans la lutte contre les violences basées sur le genre, ça aussi, c'est très important parce que la question des violences contre les femmes, ça ne concerne pas seulement les femmes, comme je l'ai déjà dit au début, c'est toute la société et dans toutes ses composantes, et notamment les hommes. Et je n'aime pas quand on parle des droits des femmes, qu'on dise des droits des femmes et puis les hommes. Ce sont les droits de tout être humain, qu'il soit homme ou femme. Nous devons tous travailler en vue de permettre à chacun, que ce soit un homme ou une femme, de profiter et de bénéficier pleinement de ces droits et de les vivre pleinement sans aucune contrainte ou entrave. Et malheureusement, ce sont toujours les femmes qui n'arrivent pas à bénéficier totalement de leurs droits. Voilà, donc nous avons eu des présentations très intéressantes qui nous ont permis de passer de la visibilisation à la mise à la reconnaissance des réalisations faites par les femmes, à la Diversity, Inclusion and Equity du barreau du Mexique, et puis de la masculinité positive. Nous avions également Maître Léonore Chastre qui représentait le barreau du Portugal qui devait se joindre à nous ce soir, mais malheureusement pour des raisons de santé, elle n'a pas pu le faire et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous avons donc terminé avec les présentations des orateurs, oratrices que je remercie infiniment. Et si les participants et les participantes ont des questions à poser ou partager quelques réflexions avec nous, ils et elles seront les bienvenus. Oui, Anim Salha, allez-y. Hi, how are you? Fine, and yourself? I'm good, thank you. I just wanted to say thank you for a lovely event on Women's Day. It was very nice for someone who is in training like me to see the various perspective on Women's Day that you had to offer. I know that Miss Sophie was speaking about how we should recognize the history of women more, and I believe that that's very important. But I also want to give specific thanks to Mr. Arturo because it's very enlightening to see more men joining the field of women's rights. And I believe that, as you say, Miss Elizabeth, this is human rights, not women's rights. We shouldn't be separated from human rights. So it's really wonderful to have more men on board in this field. And thank you as well for you, Miss Celine. I just wanted to say it was a lovely and enlightening experience to hear from all of you. Well, thank you so much, Ranim. And I think you have joined already the Union Internationale des Avocats and the Women's Committee. Yes, I will be joining later this week. I've just attained my training contract with El Tamimi, so I was just waiting for my company. Yes, but thank you so much. And it was lovely to witness you as well, getting your title in the Women's Commission in 2018. It was a marvelous achievement for women and for Lebanon as well. Oh, thank you so much. Thank you. You're welcome. Okay. Il y a d'autres questions? Are there any other questions or some comments or ideas to share with us? So yes, we were happy to have Arturo with us, and we have many other colleagues, male colleagues with us in our Women's Committee. This is what makes our Women's Committee rich with experiences that can help in promoting and developing women's rights. And I hope that we will work more and more on that. So are there any other questions? There is a question here. Oui. Une panéliste. Marie-Christine. Puis-je poser une question? Oh, d'accord. Oui. Mais je dois remercier Marie-Christine Sima de Villa pour sa participation également à notre webinaire. Est-ce que vous avez un commentaire ou une question à poser, Marie-Christine? Bonjour à tous et merci infiniment pour cette table ronde qui est passionnante cette année encore.
tant de choses ont été dites et à la fois tant de choses restent à dire. On voudrait rester avec vous toute la journée pour pouvoir échanger. Merci infiniment. Madame Karougou, vous avez parlé de la masculinité positive et je pense que c'est en effet un des axes en apparence pas juridique et pourtant avec une interprétation juridique possible. Donc, un des axes sur lesquels nous pourrions travailler, et c'est dans l'esprit, je crois, de notre amie Elisabeth Zakaria-Soufi, l'idée que le combat pour le droit des femmes n'est pas uniquement le combat des femmes, mais le combat de tous, parce qu'il est en faveur de tous, bien entendu. Elisabeth, je crois que je t'ai déjà parlé de cette association qui s'appelle LOBA et qui travaille avec le docteur Denis Mukwege, que nous avons eu l'immense chance de voir au congrès de Dakar. Et LOBA travaille initialement sur la réparation des femmes par la danse, par l'expression du corps, mais à travers ce travail, ils ont eux aussi identifié la nécessité de travailler sur le concept de masculinité positive. Donc, je crois que ce serait très intéressant qu'on puisse parler avec eux et peut-être inviter une fois Boleva Sabourin, qui est un garçon tout à fait exceptionnel et très, très engagé, parce que nous avons notre analyse et notre parole de juriste avec laquelle peut-être nous pouvons apporter notre petit grain de sable pour participer à la construction. Oui. C'est noté, Marie-Christine. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est gentil. Et on va prendre ça en considération. On va travailler sur ce concept de masculinité positive. C'est pourquoi nous avons invité Céline à venir en parler aujourd'hui, qui est un nouveau concept. Et on ira plus loin à ce sujet au sein du comité des femmes et avec toutes les personnes qui veulent travailler avec nous dans cette perspective. Céline, vous voulez prendre la parole? Oui, merci. Merci Elisabeth. Je souscris totalement à ce que l'intervenante Marie-Christine venait de dire. Mais moi, j'avais une question, si je peux me le permettre, à poser à Madame Sophie, qui a été la première intervenante dans ce panel. En terminant, elle a parlé de donner la place aux femmes qui ont marqué l'histoire. J'aimerais savoir si elle a une idée de comment est-ce qu'elle pense que ça va se passer ou ça peut se passer. Qu'elle nous partage un tout petit peu ce à quoi elle pensait lorsqu'elle disait ça. Merci. Sophie, vous êtes toujours là? Alors, je suis toujours là, mais comme je suis un petit peu malade, je toussais un petit peu en me mettant off. Donc, j'ai bien noté la question. Alors, c'est une question effectivement importante et pas simple en même temps. Comment faire en sorte de redonner une visibilité à ces femmes qui ont marqué l'histoire. Ça va partir d'initiatives, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives dans mes recherches. J'ai vu beaucoup d'initiatives individuelles, mais qui sont peut-être un peu décousues. Donc, pour être sûr qu'on donne une vraie visibilité à ces parcours de femmes, il faut que ce soit suivi par l'institution. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit suivi par l'État, il faut que ce soit suivi par les instances. Quand il s'agit de parcours, c'est ce que je disais, quand il s'agit de parcours de femmes remarquables dans le droit, alors les institutions représentatives des professions du droit doivent s'en faire le relais et ont aussi un devoir de mettre en avant ces parcours. Elles le font hein, d'ailleurs, et vous avez mentionné votre initiative, Elisabeth, sur les femmes leaders. Donc, il y a des choses qui sont faites. C'est juste essayer d'aller encore plus loin
Et pour ce qui est du domaine artistique et scientifique, on a une vraie problématique, en tout cas en France, on a eu une vraie... Moi, quand j'ai grandi, par exemple, j'ai grandi avec des manuels qui ne parlaient que de parcours d'hommes. Aujourd'hui, les choses changent un peu et on voit apparaître dans les manuels scolaires des figures de femmes. Mais on est encore loin de ce qu'on pourrait faire parce qu'il y a aussi des femmes qui ont presque disparu, si vous voulez, parce que à force d'avoir fait en sorte de les oublier, on les a presque effacées. Donc tout ce travail d'aller rechercher ces parcours de femmes, ces réalisations, il faut le mettre à la lumière, ça prendra du temps. Mais moi, je crois beaucoup au levier de l'école et de l'apprentissage comme vecteur. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, Sophie. J'ai un commentaire d'Alex Kajangu. Je ne sais pas si c'est un confrère, c'est un avocat ou... Alex, vous êtes avec nous? Oui? Ah Oui, oui. On était là dans le café chat, n'est-ce pas? oui, oui, tout à fait, Elisabeth. Oui, vous êtes le bienvenu et ça me fait plaisir que vous soyez là. Merci beaucoup. J'ai lu votre... Vous voulez enfin, reprendre ce que vous avez écrit, votre commentaire? Oui, tout à fait. Premièrement, c'est pour d'abord vous souhaiter une heureuse journée internationale des droits des femmes. Alors, à cette capsule, j'ai invité nombreuses étudiantes qui participent à un programme d'orientation juridique professionnelle. Alors, j'ai tenu vraiment à ce qu'elles participent à ce webinaire et qu'elles s'imprègnent un peu de tout ce qui se passe chez nous, Union internationale des avocats. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être un conseil de motivation ou d'encouragement qui pourrait les inciter à aller plus loin dans leur carrière professionnelle. Merci beaucoup. Bien, moi, je vous remercie parce que vous avez participé donc à cette capsule. Et comme l'avait dit notre présidente Ukiola, que les étudiants et les étudiantes peuvent adhérer à l'UIA et qu'il y a un tarif préférentiel d'adhésion pour ces jeunes afin de les encourager à participer aux différentes activités de l'UIA et donc de profiter de ce qu'offre l'UIA comme espace où elles peuvent, où ils et elles, mais là on parle d'étudiantes, peuvent rencontrer des professionnels et des personnes, des femmes qui peuvent leur donner des conseils, comme vous dites. Moi, mon conseil pour ces jeunes étudiantes, à part le fait d'adhérer à l'UIA et de participer à toutes nos activités, et là, je tiens à préciser que non seulement il y a ce tarif préférentiel pour les étudiants et les étudiantes, mais aussi qu'adhérer à l'IA, ça permet aussi d'adhérer à 6 commissions gratuitement, avec tout ce que cela offre comme un espace d'échange avec des professionnels du monde entier, ce qui permet vraiment non seulement des discussions qui permettent d'avoir des connaissances plus vastes et plus enrichies concernant différents domaines, mais aussi de se motiver en voyant les autres, ceux qui nous ont précédés, comment ils ont pu réussir dans leur profession, surtout dans la profession d'avocat. Donc moi, pour les motiver à ces étudiantes que je salue et que je remercie, je suis vraiment contente qu'elles soient là, c'est qu'il faut avoir confiance en elles-mêmes. Elles ne doivent pas avoir ce sentiment d'illégitimité dont a parlé Sophie. Les femmes, elles sont capables, elles sont compétentes, elles ont beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Elles doivent aller de l'avant, elles doivent oser et il faut oser. Et c'est pourquoi aussi, ce serait bien si ces étudiantes participent au webinaire que nous allons organiser le 9 septembre. C'est toujours via Zoom et c'est toujours gratuit, concernant la journée des femmes leaders des barreaux. Et là, donc, elles vont avoir le témoignage de femmes qui ont réussi, qui sont sorties de l'invisibilité par leur courage, par leur détermination, par leur confiance en elles-mêmes, parce que
elles osent, elles n'ont pas peur de se présenter à des élections et puis de perdre, c'est pas la fin du monde, et qui vont de l'avant et qui tracent le passage pour d'autres, n'est-ce pas, et qui vont inspirer toutes les jeunes personnes, leur donner des conseils à suivre pour pouvoir elles-mêmes aussi réussir dans leur carrière, notamment une carrière professionnelle juridique, puisque nous sommes au niveau de l'IA et donc dans le domaine de la profession d'avocat. Mais je demanderai aussi à nos orateurs, Arturo, we have students from different universities of Democratic Republic of Congo who are attending now, and we were asked to give them some advice in order to encourage them to go forward. So what would you tell them? What advice would you give to these young students who are watching us now? Well, that they should look forward. There's a lot of things to do. There's a battle to conquer the equality and to help the human rights of all women, that we should fight against the violence around the world. In different regions in the world, there are different rates of violence, and in Africa, in Latin America, there is a serious problem. So we should know that we are in the same side, that we should work together to find a better conditions for women all around the world. And there's a lot of things to learn, there's a lot of things to read, and there's a lot of things that we can do in bar associations, as lawyers, and as a human beings. Yes, thank you so much, Arturo. Je ne sais pas si Sophie, elle aussi, voudrait donner quelques conseils à ces jeunes étudiantes qui sont avec nous ce soir. Je pense que la seule chose qu'on peut leur dire, c'est effectivement ce que vous disiez, Elisabeth, c'est voilà, de ne pas, pas se mettre de barrières, suivre leurs envies. Elles sont capables, elles peuvent y arriver et elles vont y arriver. Voilà. Céline? Céline, vous auriez quelques conseils à donner à ces jeunes étudiantes? Oui, merci Elisabeth. Moi, c'est juste en une phrase. Chères étudiantes, vous avez la chance d'être à une époque où on parle de plus en plus des droits de la femme. Continuez à apprendre, à oser, et dites-vous que vous êtes capable et que vous le serez. Merci. Oui. Dites-vous, voilà, comme on dit souvent dans nos capsules sur la journée des femmes leaders des barreaux, yes, we can, let's go forward, yes, we must do it, we can do it. C'est bien. Et puis voilà, elles ont la chance de compter sur des personnes comme Alex, qui les a encouragées à assister à ce webinaire, qui a parlé vraiment de concepts très nouveaux et ces concepts-là permettent de prendre conscience des problèmes qui existent toujours et dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, la visibilité des femmes, la visibilisation des femmes et de leur réalisation. Et vous avez parlé du travail domestique, Sophie. C'est un combat qu'il faut mener. Vraiment, c'est une invisibilisation continue et c'est concernant ce que les femmes, l'apport des femmes journaliers et qui n'est pas ni valorisé, ni pris en considération. Et pourtant, c'est un travail comme tous les autres travaux. Donc, il y a beaucoup à faire. Et avec Arturo qui donne des formations sur la toxic masculinity, this is something very important also to talk about it. It's not against men. It's just to say that, yes, men and women should work together in order to make the world better. That's what we are looking for, and to make our legal profession the best, and make it set the example for other professions. So voilà, je crois, Alex, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires à faire. Bon. Voilà, je crois que c'est une étudiante qui
qui nous remercie et qui a beaucoup appris. Et j'espère qu'elle va continuer à assister à toutes nos formations. Parce que je pense que nous allons établir un programme de formation sur tous ces sujets-là. Et on vous mettra au courant, Alex, ou bien si vous voulez participer avec nous au sein du comité des femmes à l'élaboration de ce programme. Alex? Bon. Aladin, si vous voulez prendre la parole. Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tout le monde. Je suis Abidi, je vous appelle depuis Goma et je suis très content et honoré de participer à cette conférence, à ces panels. Je suis étudiant à la faculté de droit à l'ULPG, libre de pays des Grands Lacs, RDC Goma. Et j'ai trouvé très intéressant ce programme. Mais à la fin, je me pose la question, je me dis, en vous écoutant, vous avez félicité tellement les étudiantes, les femmes, de lutter, de militer pour leurs droits, se croire capables de tout ce que vous avez dit. À la fin, je me suis posé une question. Je me suis dit, pourquoi ne pas aussi encourager les jeunes étudiants, hommes, à soutenir les combats, n'est-ce pas, de femmes, la lutte pour leur reconnaissance de leurs droits et de leur place dans la société. Parce que je me dis à la fin que si aujourd'hui les femmes ont encore des petits problèmes à s'affirmer dans la société, c'est pas encore des hommes qui pensent que la femme n'a pas de place dans la société. Alors je pense qu'il est grand temps de prendre aussi des jeunes, de donner cette éducation, n'est-ce pas, pour leur permettre en grandissant qu'ils mettent dans leur esprit que la femme aussi a les mêmes chances que nous, a les capacités que nous. Et donc, il n'est pas bon qu'on grandisse toujours avec cet esprit, cet état d'esprit travail, surtout nous qui sommes en Afrique. Je pense que la femme doit rester inférieure à l'homme. Je pense qu'il est aussi grand temps, dans ces programmes, de mobiliser des jeunes hommes, comme moi par exemple. D'ailleurs, lorsque j'ai reçu l'invitation de M. Alex, c'est par lui que nous sommes là. D'ailleurs, je les remercie en passant que je salue. Je lui ai posé la question de savoir si les hommes peuvent aussi participer. Parce que même dans ce message, ce n'était pas précis que les hommes aussi pouvaient participer. On parlait des femmes et des femmes. Et à la fin, qu'elle m'a dit qu'on pouvait aussi, j'ai béni le Seigneur. Regardant l'exemple de votre panel, il n'y a qu'un seul monsieur. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a de la discrimination, mais je pourrais plutôt proposer que prochainement, que les hommes aussi soient vraiment intéressés par ces programmes et aussi, surtout pour encadrer la jeunesse, parce que c'est elle l'avenir de demain, comme on le dit chez nous. Merci beaucoup. Merci à vous, Aladin. J'appuie tout à fait ce que vous avez dit et je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons un seul orateur aujourd'hui qui est Arturo, justement parce que nous avions des conseils. He was saying that you were the only speaker, male speaker with us today. This is because Céline and Sophie had two new concepts to present, and it was important to highlight these new concepts as they can help in promoting women's rights. Donc, Aladin, je disais que oui, nous avons Arturo avec nous aujourd'hui, mais dans notre comité des femmes, même si le nom c'est comité des femmes, il y a beaucoup de confrères qui sont avec nous et qui travaillent avec nous sur différents sujets, sur différentes thématiques concernant les droits des femmes. J'ai parlé des étudiantes parce que j'ai cru, et je ne sais pas si c'était pas ça, parce qu'Alex avait dit qu'il y avait des étudiantes et donc je devais les motiver. Je ne savais pas qu'il avait invité également des étudiants. Mais bien sûr, je l'ai dit et je le répète régulièrement, nous cherchons un partenariat à part entière parce qu'on est dans le domaine de la profession d'avocat entre les avocats et les avocates, non seulement pour promouvoir les droits des femmes avocates, mais aussi pour promouvoir toute la profession d'avocat. C'est en travaillant ensemble, les hommes et les femmes, que nous parviendrons à réaliser cet objectif qui est bénéfique pour la profession d'avocat et plus généralement pour tout ce qui a trait aux droits des femmes et aux droits des hommes dans toutes les professions. Donc, c'est un partenariat que nous recherchons et ce n'est pas les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. J'apprécie énormément l'intérêt que vous portez à nos activités et je vous encourage à vous inscrire à l'IA et à notre comité et de travailler avec nous sur la promotion des droits des femmes et notamment sur la mise en application de cette charte concernant l'accès à la justice des femmes victimes de violences, mais aussi et plus généralement
sur la lutte contre ces stéréotypes, ces préjugés qui continuent à entraver l'évolution des droits des femmes. Ce n'est pas parce qu'il s'agit seulement des femmes, mais c'est parce que ces entraves se répercutent sur les femmes beaucoup plus que sur les hommes. Ces préjugés n'existent pas concernant les hommes. Et c'est pourquoi on en parle plus et on insiste là-dessus un peu plus. Mais nous travaillons, hommes et femmes, pour arriver à instaurer le respect des droits de tout être humain, qu'il soit une femme ou un homme. Merci beaucoup pour votre intervention, Alada. Il y a d'autres... Alex, vous voulez prendre la parole? Oui, simplement pour remercier vraiment ces différentes interventions qui me plaît bien sûr énormément parce que ça me plaît de voir que autant des jeunes étudiants et étudiantes ont tenu à participer à cette capsule et c'est bien une fierté pour nous tous pour les droits de la femme. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Alors, nous avons une question de Morissette Magna qui voudrait savoir comment on peut impliquer les hommes dans la lutte pour les droits des femmes. So, Arturo, there's a question. How we can involve men in this combat regarding protecting women's rights and ending all discrimination against women? Well, there are many activities and there are many courses about women's rights. We need many people that wants to know about this violence and this situation in the offices, in their homes, in everywhere. There's problems. So one great opportunity to be an ally in this cause could be to know the charter of the UIA to eradicate the violence, gender, and all that stuff. So I think we can do some webinars with the UIA to talk about positive masculinity, to talk about toxic masculinity, and to know more about these things and these topics. There are international regulations to eradicate the violence against women. So there's a lot of things to do. As males, as lawyers, we can do a lot of things, and we should do something because we really need to get a better situation for women around the world. Yeah. Thank you so much, Arturo. And we're going to work together on that to implement what you have just. Yes, we need to do it. We will discuss it later, as we said before, maybe to have some webinars on the implementation of the charter and on how to work in order to combat or to put an end to violence against women. Bon, il y a encore des questions ou des commentaires? Voilà. Amal, vous voulez poser une question ou partager votre point de vue avec nous? Allez-y. Amal? Amal? On ne vous entend pas. Bon, voilà. Donc, je tiens à vous remercier nos oratrices, remercier notre orateur, Arturo. Thank you so much, Arturo, for your participation and your presentation. I would like to thank Sophie and Céline also for their presentation. They have been very interesting because we were talking about some new concepts. And we will work on organizing more webinars on around these concepts. Nous allons également lancer des programmes de formation au niveau de l'UIA et du Comité des femmes. Cela sera annoncé prochainement. Et j'invite tous les participants donc, qui assistent à ce webinaire
à s'inscrire et à participer au comité des femmes et aux différents programmes que nous avons déjà lancés et aux programmes que nous allons lancer bien prochainement. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, les hommes, les femmes, les jeunes et les leaders des barreaux, les bâtonniers. We need also the presidents of bar association to implement all these projects. Their role is very important in that perspective. So, donc, je vous remercie tous et toutes. Je remercie également l'UIA et Anne-Marie et Elisabetta Morazio qui ont été avec nous ce soir, et Colette aussi. Et voilà, on se retrouvera bientôt pour d'autres activités. Et en tout cas, et sûrement déjà en septembre, le 9 septembre, pour la capsule concernant la journée des femmes leaders des barreaux. Et puis au congrès annuel qui va se tenir à Rome et où nous allons parler des problèmes que rencontrent ou des défis et des challenges que rencontrent les femmes dans le cadre de la migration. Ce sont les grandes victimes de la migration, que ce soit la migration légale ou illégale. Et pourtant, leurs droits également là ne sont pas bien préservés et bien sauvegardés. Et le rôle des avocats et des avocates à cet égard est très important. Je vous invite donc tous et toutes à suivre nos activités et les newsletters de l'IA et de participer autant que vous pouvez à toutes ces activités. Chaque apport est important et nous permettra d'aller aussi beaucoup plus de l'avant et de réaliser nos objectifs. Voilà. Sophie, vous voulez dire un dernier mot? Je voulais vous remercier beaucoup de m'avoir invitée à cette capsule. Voilà, très honorée d'avoir pu participer à ces échanges et écouter les interventions des autres intervenants qui étaient très intéressantes pour moi. Cette diversité de points de vue, c'est ce qui fait la richesse de l'UIA aussi. C'est ce croisement des points de vue culturels sur un sujet qui nous réunit tous. Merci beaucoup, Elisabeth, de m'avoir invitée. Oui, et je vous remercie. Je remercie LexisNexis qui nous supporte, qui nous soutient dans toutes nos activités. J'apprécie ça énormément. Céline, un dernier mot? Céline? Oui, merci beaucoup, Elisabeth. Comme le disait Sophie tout à l'heure, en tout cas, moi, je suis toujours honorée de participer à ces webinaires que l'UIA organise. Et je suis vraiment honorée et très contente d'avoir participé à celui-ci particulièrement et avoir pu répondre aussi autant que j'ai pu à des questions que l'on se pose par rapport à la masculinité positive. Merci beaucoup, Elisabeth, et merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à vous. Arturo, you will have the final words in this webinar. So please, we will end this webinar with you. Thank you very much, Elizabeth. Thank you, Celine. Thank you, Sophie. Thank you all. It was grateful for me to participate in this webinar. There's a lot of things to do by the UIA to enforce this cause. It is very, very important for the National Bar Association of Mexico to collaborate and to help the society in Mexico. We have a real problem. So, and it happens all around the world. So we have a lot of things to do. And we will look forward to collaborate with the UIA for more activities to improve the situation, to let all the lawyers, male or women or female, it doesn't matter what is going on. And there's a lot of activities that we can organize. Thank you for the UIA to the opportunity to talk about all these topics. It is really interesting and it is very important for me. Thank you all and merci à tous. Merci beaucoup et merci à l'UIA, effectivement. Et vous serez tous et toutes les bienvenus dans notre comité des femmes. Alors, allez-y, n'hésitez pas, nous vous attendons. Et vive les femmes et vive la Journée internationale des femmes. Et à très bientôt. Et bonne soirée ou bonne journée à vous tous et toutes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.